Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité dont le défi dépasse largement la simple performance sportive. Il court avec un message, un engagement, une histoire puissante. Louis Derrien est à l'origine du projet Courir pour toi, une aventure de 5800 km à travers la France, née d'une promesse faite à son frère Simon, emporté par la dépression. Avec sa sœur Pauline, qui l'accompagne en van, il prendra le départ en juin prochain d'un Tour de France en courant pour sensibiliser aux troubles dépressifs et lever des fonds pour l'association La Maison Perchée. Avant de se lancer dans cette épopée hors norme, Louis a déjà commencé sa préparation avec une traversée de Paris à Londres en courant dont il nous parlera aussi aujourd'hui. Courir pour toi, c'est un magnifique projet qui combine dépassement physique, engagement personnel et vise à briser les tabous sur la dépression. Mais je ne vous en dis pas plus. Louis va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Course Épique. Bonjour Louis. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment ça va? How do you do? Eh ben, ça va très bien. De circonstances. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais le sourire. C'est une belle journée, ça va bien. Parfait. Ouais, on est gâtés là. Ouais. Franchement, plein soleil. On démarre la journée ensemble. Que rêver de mieux? Louis, on enregistre cet épisode le 27 février. Figure-toi que c'est la journée non officielle de l'anosmie qui n'est autre que la perte de l'odorat. Quelle est l'odeur dont tu pourrais absolument pas te passer dans la vie? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que c'est l'odeur de l'herbe coupée. Ouais. J'adore ça. L'été. Voilà. Je comprends. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, c'est mais clair. c'est une bonne Après, question. tu vis à Paris aussi, c'est ça? Ouais, il y a beaucoup. Et un petit manque aussi pour nous, Parisiens. Je me mets dans la même... Je trouve que justement, quand on vit en ville, on a un peu, des fois, les sens qui sont soit surstimulés, soit un peu anesthésiés, typiquement l'odorat. Et quand on se retrouve un peu dehors, progressivement, ça se redéveloppe et c'est hyper agréable. Donc, passer du temps dehors, c'est quelque chose qui me plaît même pour ça un air aussi. qui sent rien, qui est pur, tu vois, quand tu arrives à la montagne, quand tu as été en ville depuis des semaines et des semaines, juste ça. Eh ben, il sent quelque chose, je trouve, en général. Il y a une odeur de montagne quand tu es en haute montagne. Il y a quelque chose qui ressort. Je sais pas si c'est la pierre ou ce genre de truc, mais une odeur de liberté, en tout cas. Ça, exactement. Louis, je vais te demander de te présenter. C'est la première question du podcast. Tu connais le podcast, je crois. L'idée, c'est de ne pas parler de sport à ce stade. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, sur d'autres terrains, sur qui tu es, sur ce qui t'anime en dehors du sport? Ouais, moi, je m'appelle Louis, j'ai 28 ans. Du coup, je vis actuellement à Paris, mais j'ai vécu dans plein d'autres endroits. J'ai grandi dans un petit village en Alsace. J'ai vécu beaucoup près de Lyon. Puis, après, au Canada, j'ai fait des études de droit. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça allait pas être du tout une vie qui allait me convenir. Pas pour moi. Voilà. Et donc, j'ai fait un virage. J'ai dit, j'ai envie de me rapprocher de l'univers outdoor. Et l'endroit le plus proche de l'outdoor qui me permettait d'être dans ce milieu-là, c'était le magasin Au Vieux Campeur. Donc, je me suis mis comme vendeur dans ce magasin et ça m'a plu, ça m'a énormément plu parce que j'ai pu faire beaucoup de rencontres et ça m'a amené à une rencontre très importante dans ma vie qui est celle de mes anciens patrons Damien pardon, et Nicolas. Mon meilleur ami s'appelle Emilia et j'ai passé beaucoup de temps avec lui, c'est pour ça. Damien et Nicolas qui travaillent pour le média Les Others et ça m'a permis vraiment de me mettre dans cet univers-là et donc de me construire professionnellement mais aussi vers des projets plus personnels. T'as commencé à quel âge là, Les Others? Les Others, j'ai attaqué à 24 ans en stage en édito, sauf que je ne savais pas du tout écrire. Et donc, de reconversion en reconversion, j'ai fini plutôt sur la partie partenariat et puis production aussi de contenu sur le terrain. Pour les gens qui suivent les Others, en tout cas ton visage est très connu. J'invite à aller regarder ce que font les Others pour ceux qui ne l'auraient pas déjà regardé. Vous m'avez pas attendu pour découvrir les Others. Et puis le podcast Les Baladeurs qui est absolument fabuleux. C'est un best in class. Moi, à chaque fois je dois parler de rêve. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux dans ce registre-là en tout cas. Donc super boulot. Voilà, beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait. Merci. Louis, on en revient à toi et à ton perso et on ouvre les vannes du sport.
Quel rapport au sport dans tes jeunes années? C'était une pratique familiale? Souvent, quand on a des frères et sœurs, voilà, est-ce que vous étiez à partager les mêmes sports, les mêmes envies, tout le temps dehors? Comment ça, vous avez vécu ça? Eh ben, le sport, ça a toujours été un moyen pour moi de rassembler. Et pour mes parents aussi, je pense, parce que quand on a 4 enfants, il faut essayer de trouver des activités un peu communes pour les mettre, voilà, pour les occuper ensemble. Donc, en fait, ouais, le sport, ça a toujours été un moyen de m'amuser et de partager des choses avec des gens qui comptent pour moi, mes frères, ma sœur, mes parents, mais aussi des amis qu'on se fait. J'ai fait du foot, du tennis, du vélo. Tu faisais un peu de compète ou c'était loisir pur? Et bah pas du tout de compète. J'étais pas du tout attiré par cet univers-là et mes parents ne m'ont jamais poussé vers ça. Il y avait toujours cet esprit de s'amuser, profiter et de pas créer de pression autour du sport, mais de plutôt en faire un moment de loisir, quoi. Et la course à pied, elle a trouvé à quel moment sa place? Est-ce que déjà elle était un peu présente dans les autres sports que tu as pu faire? Est-ce que tu as été amené à en faire ou est-ce que ça arrivait plus tard à l'âge adulte? Mais c'est arrivé beaucoup plus tard, en fait. C'est arrivé au Vieux Campeur, en fait. Donc, j'avais 23 ans. Il y avait un vendeur qui s'appelle Alberto, qui a une connaissance de la course à pied qui est assez incroyable. Et avec le Vieux Campeur, on avait des dossards pour le trail du Ventoux. Et il y avait 46... Super trail. Ouais, super trail. Et il y avait 46 km, plus de 2000 de D+. Et vraiment, je me suis dit, ça, je suis incapable de le faire. Et Alberto, il m'a dit, mais si, vas-y, je vais t'expliquer un petit peu, t'inquiète. Moi, je courais 5 km, j'avais mal aux genoux et tout. Et du coup, je me suis inscrit, je me suis pas très bien préparé, mais il y avait du coup mon mentor qui était un peu là pour me dire, bien courir, c'est comme ça. J'ai changé ma foulée, j'ai beaucoup travaillé ça. Et ça l'a fait et j'ai passé un moment et c'était quand même très difficile. Donc, j'ai laissé ça de côté. Et c'est revenu il y a 1 an et demi avec ma copine actuelle, Agathe, qui m'a dit, je rêve de faire un marathon. Et il dit, bah, on a qu'à le faire ensemble. Et du coup, on a préparé ce marathon ensemble et on l'a fait. Et c'était un des meilleurs souvenirs sportifs que j'ai. Ouais. À partir de quand ça commençait à être un plaisir? Il y a un peu de difficulté au début. On sait que c'est un argument que tu défends et que je partage complètement. On est tous par nature faits pour courir. Tu vois, ouais. C'est profondément la nature humaine. Ça n'empêche que les débuts sont pas forcément toujours simples. À partir de quel moment ça a été une réjouissance pour toi d'aller courir? Est-ce que c'était forcément lié à la perspective de projet, de course? Moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à partager des émotions autour de ça. J'ai parlé du coup d'Agathe quand on a commencé à s'entraîner ensemble, passer voilà les séances, les sorties longues. Voilà, on a parlé de plein de choses dont on n'aurait jamais parlé probablement si on n'avait pas fait ça ensemble. Et ça nous a permis d'avancer aussi dans notre relation et de réaliser ce projet. Et de partager beaucoup de souvenirs. Et vraiment, cette arrivée du marathon de Paris, c'est que l'an dernier, en fait, finalement. Ça a été un moment vraiment clé, je trouve, où j'ai vécu des émotions très fortes. Il y avait ma famille qui était là. Mon petit frère Simon, c'est le dernier souvenir fort que j'ai avec lui, c'est cette arrivée. Et là, ça a été quelque chose de déclencheur pour moi. Le dossard, c'est très secondaire. Est-ce qu'à la lumière de ce que tu racontais sur ton enfance, ton adolescence où la compétition n'était pas très centrale, est-ce que ça t'apporte un petit supplément de quelque chose, d'âme, de dépassement, ou est-ce que c'est vraiment très secondaire dans ta démarche? Pour moi, c'est très secondaire. C'est des échéances, en fait, quoi. Je me dis, bon, bah là, il va falloir que je m'entraîne, quoi. Parce que quand on est en plein milieu du mois de décembre, il pleut, il fait 4 degrés, on n'a pas envie de sortir s'entraîner avant sa journée ou après sa journée. Et voilà, je me dis, bah là, il y a un objectif. Alors, ça peut être un dossard, mais ça peut être aussi des objectifs plus personnels qui me ressemblent. Et du coup, je m'entraîne pour ça. Et c'est ça que ça va permettre. Mais vraiment, la performance, c'est pas du tout quelque chose qui vient m'intéresser. C'est secondaire. En fait, chacun a ses objectifs, chacun a ses résultats. Et c'est ça qui est chouette, c'est de faire quelque chose et de vivre des choses, quoi, ensemble. On est bien d'accord. Pour parler d'Off, il y a un projet qui a été assez marquant avec ton ancien boss. C'était au mois de septembre dernier, un projet d'ultra où tu l'as suivi. C'était une première pour lui. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Ouais, ça s'appelait Objectif Première Ultra. Donc en fait, chez les Others, on avait des projets clés un peu dans l'année. Et Damien disait, j'aimerais bien réaliser un projet un peu dingue, c'est de réaliser un premier ultra. Donc on avait trouvé des partenaires pour ça. Et l'idée, c'était de traverser la Haute-Maurienne vanoise et de faire plus de 100 km. Il a fait 110 km au final.
sans dossard, sans public, sans ligne de départ, et juste de le faire sans pour ravito. soi. Si, il y avait des ravitaux, il a mangé une tartiflette à 60 km. Pas mal. Et il devait en envoyer 40 dans la nuit et dans le froid. Je pense pas que les nutritionnistes valideraient ça, mais il l'a fait. Et donc, du coup, c'était aussi ça le truc cool. Et donc, ça a été un moment fort de l'année 2024 parce que on savait pas s'il allait y arriver. Au départ, il devait y avoir Nicolas aussi, qui est un autre associé des Others, mais il s'est blessé malheureusement. Et donc, il y a vraiment eu ce truc très fédérateur. On a entouré Damien dans son projet, son challenge, et chacun avait un rôle clé pendant le projet. Ça pouvait être de suivre les contenus. Il y a Laurine qui avait organisé toute la production, donc mettre les bons points de ravitaillement aux bons endroits. Il y avait des personnes qui ont fait un film, du coup, qui s'appelle The Sun Will Rise Again, qui est sur YouTube. Dispo, ouais, allez-y, foncez. Ouais, qui est avec un vrai parti pris créatif. Et du coup, moi, j'avais eu la chance de l'accompagner toute la nuit sur environ 40 km pour vérifier que tout se passe bien. Et ouais, ça a été un moment assez fort, assez chouette et du coup assez personnel en fait, comme ça lui ressemblait. Et ben ça a rassemblé un peu les gens de l'équipe autour de lui. Est-ce que ce projet-là, d'une certaine façon, il n'est pas étranger à ton désir de vivre tes propres aventures, dont une dont on va parler un tout petit peu plus tard dans l'épisode qui va être le cœur de notre sujet aujourd'hui, et puis sur ta capacité à les mener à terme, enfin voilà, de voir un peu toute cette logistique, te dire que c'est possible, que ces dépassements-là, ils sont accessibles. Est-ce que ça contribue aussi à toi nourrir cette envie de réaliser des projets et avoir la confiance sur ta capacité à les mettre en œuvre? Moi, j'ai toujours été très épanoui chez les Others dans ce que je faisais. Parce que il y avait aussi la liberté pour apporter une touche un peu plus perso dans les projets qu'on allait conceptualiser et proposer aux partenaires. Je pouvais beaucoup être en être à l'origine, ou en tout cas donner mon avis, et ça c'était quand même super chouette. Et j'ai jamais eu ce besoin parfois dans des entreprises on peut se dire j'ai besoin de faire à ma sauce, quoi, j'ai besoin de y aller, de faire à ma manière. Ça a jamais été le cas pour moi. Mais peut-être que du coup, quand ce projet pour Simon est né dans ma tête, je l'ai vu comme complètement réalisable parce que mon travail, c'était de rendre des idées qu'on avait concrètes et tangibles. Ouais. Et donc du coup, peut-être que ça a influé, mais je m'étais pas posé la question avant. Donc les Others, tu en es parti il y a quelques mois, on va avoir l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que tu en as aimé? Qu'est-ce que tu en gardes de cette expérience? Moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment l'esprit communautaire qu'on avait. Et la diversité des projets qu'on a pu faire et de où on était quand moi je suis arrivé, où c'était encore une petite boîte. Je me disais, mais peut-être qu'un jour j'aurai un CDI, voilà, quand je suis arrivé en stage. Puis après, il y a eu Recto Verso, qui est un outil pour permettre aux gens de voyager par eux-mêmes. Et ça a poussé l'entreprise dans une autre dimension. Et ouais, je retiens vraiment encore des moments de partage, pour le coup, assez forts et un bel alignement de valeurs aussi. Ouais, de valeurs. Des convictions très fortes et des engagements forts. Ouais, moi j'étais du coup au partenariat et à la production de contenu, mais c'était une toute petite partie finalement de mon travail. Et en fait, il y avait la moitié du chiffre d'affaires chaque année qu'on refusait parce que c'était pas raccord avec nos valeurs. Donc ça, et ce que je retiens en fait de plus là, ça me vient, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré des personnes qui sont très importantes dans ma vie, des personnes qui m'inspirent beaucoup, qui créativement ont une richesse assez incroyable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est les belles rencontres que j'ai faites dans cette aventure. On peut imaginer que l'histoire n'est pas terminée, en tout cas avec les gens qui y sont, et puis les perspectives. Il y aura sûrement des occasions de vous croiser, d'entretenir le lien que vous avez créé ensemble. Absolument. Merci beaucoup, Louis, pour cette introduction. On va passer maintenant au questionnaire de Proust. J'ai 3 questions hautement philosophiques pour toi. La première d'entre elles, la plus grande peur que tu aies surmontée? Eh ben, la plus grande peur que j'ai surmontée, c'est l'échec. Et c'était pas plus tard que la semaine dernière, encore une fois. Mais voilà, je dois la surmonter assez régulièrement, cette peur. Mais tu progresses, enfin, progresser, il n'y a pas de jugement derrière ça, mais en tout cas, tu sens que tu évolues dans ta capacité à surmonter cette peur-là? Je sens que je la connais mieux et que j'arrive à mieux la canaliser. Mais voilà, cette peur de l'échec, j'arrive à la surmonter quand elle est là. Parfois, elle est un peu plus dure que d'autres moments. Mais il y a une autre peur que là, j'ai vraiment du mal à affronter, c'est celle du vide. Ok. Pour le moment. Donc, tu remplis tout le temps ta vie de choses? Ouais. Ok. Et donc, ça veut dire que j'ai 2 questions sur l'échec. Est-ce que c'est quelque chose qui te marque durablement quand il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu? Et deuxième question, c'est dans le cadre d'un projet qui se termine, qui t'a mobilisé beaucoup, quand ça s'arrête,
Ça veut dire que les moments d'après sont difficiles, que il te manque, enfin, ce rebond-là, ce temps de latence avant le rebond d'après, c'est compliqué à gérer pour toi? Ouais, c'est exactement ça. L'échec, je dirais que c'est quelque chose qui me fait peur, mais en même temps, c'est quelque chose qui me nourrit, parce que j'ai fait des études où j'arrivais à me débrouiller, mais finalement, j'allais jamais m'y retrouver pleinement, et donc c'est un peu une forme d'échec. Et du coup, je me suis dit, ok, faut faire autre chose. Mais heureusement que j'ai fait ça, quoi. Heureusement que je me suis dit, cet échec, il faut s'appuyer dessus et recentre-toi sur ce qui te convient. Et en fait, il y a énormément de leçons à tirer dans l'échec, mais ça fait très peur, et surtout quand on le vit, quoi, et on le voit arriver, et on n'a pas encore raté, mais qu'on voit que ça va arriver ou potentiellement arriver, ça m'anéantit mentalement, même physiquement. Et après, la partie du vide, ouais, c'est toujours se dire qu'est-ce qui sera ensuite. Est-ce que la courbe va redescendre à un moment? Moi, en ce moment, il y a des choses qui se sont très mal passées dans ma vie, mais sur lesquelles j'avais pas forcément d'emprise. Mais ce sur quoi j'ai de l'emprise, j'ai plutôt réussi à tirer le meilleur ces dernières années. Est-ce qu'il y a un moment où ça va redescendre? Il y a plein de gens qui me demandent déjà qu'est-ce que je vais faire après. Et faut savourer l'instant aussi, ouais. C'est chouette aussi de réussir à s'ancrer. C'est un exercice difficile, mais de vivre le moment pour ce qui est, c'est quand même précieux, mais c'est pas forcément évident. Et est-ce que t'as une quête de toujours plus? Enfin, tu vois, est-ce que quand tu réalises quelque chose et qu'il y a cette histoire d'après, de vide, ou est-ce que tu peux te satisfaire de quelque chose de différent, avec une ambition qui est ou que ce soit dans un autre registre, sur un type de projet plus personnel ou d'autres choses? Est-ce que ça te va, ou est-ce que tu sens que quand tu as réussi quelque chose, tu as envie de pousser le curseur encore un cran plus loin? Non, il y a vraiment ce truc de savourer aussi ce que j'ai réussi, ce que j'ai pu faire, et me dire, bah là, t'as entrepris quelque chose en tout cas, et ça s'est plutôt passé comme t'as prévu, trop bien, mais peut-être moins, et en tout cas, t'as fait quelque chose, savoure-le, quoi. Et voilà, typiquement la semaine dernière, quand je suis arrivé au bout d'une première étape de mon projet, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, donc pareil, Londres, pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, c'est ça. Ouais, exactement. Et bah, j'ai vraiment savouré ce moment-là. J'ai pas du tout pensé à l'après ou à quoi que ce soit. Vraiment, j'étais dans l'instant. Ouais. Deuxième question pour toi, Louis. La personne qui a le plus influencé ta vie? Et ma psychologue. D'accord. Ouais. Tu la vois depuis longtemps? Ça fait 6 ans que je fais une thérapie chaque semaine. Et je pense que c'est une des meilleures décisions je pense que c'est la meilleure décision de ma vie, celle qui a le plus d'influence dans ma vie et dans le fait que je me sente bien dans ce que je fais. Et donc là, est-ce qu'aujourd'hui, les types d'échanges et de sujets que vous évoquez, est-ce que c'est encore en lien avec la raison initiale pour laquelle t'es allé la voir, ou est-ce que tout ça évolue, se transporte, change avec toi? Non, tout ça évolue. Je pense que moi, je suis arrivé chez une psychologue parce que j'étais dans une situation plutôt de détresse. C'était à la fin de mes études en droit. J'avais mis beaucoup d'énergie pendant 6 ans dans des études qui sont très contraignantes, difficiles, et j'arrivais en me disant mais je ne vais pas être heureux dans ce milieu professionnel-là, ça me convient pas. Et en fait, ça m'a permis de me recentrer, et je pense que si j'avais pas été chez la psy, j'aurais jamais commencé un boulot chez le vieux campeur, parce que mon ego m'aurait dit mais attends, t'as fait 6 ans d'études, tu vas pas être vendeur quand même. Et en fait, c'était de fil en aiguille, voilà, ça m'a amené vers des choix qui me convenaient mieux. Et aujourd'hui, ça me permet, je pense, de me poser des questions et de prendre du recul sur des émotions que j'ai, des peurs et des idées peut-être que je vais avoir. Et c'est très utile. Tu pourrais imaginer que de plus l'avoir, ou c'est complètement inconcevable? Non, il y a eu des moments où j'ai pris des pauses parce que des fois on peut avoir l'impression d'être sous tutelle quand on va chez le psy toutes les semaines. Mais je peux imaginer vivre ma vie sans psy. En vrai, je pourrais sans problème. Mais je pense que ce serait peut-être une perte. On parlait d'être en retard ou quoi, une perte de temps peut-être pour être mieux dans ma vie. Je crois que c'est un ancrage que j'ai, un moment pour moi. Et qui compte, c'est que ça te fasse du bien. Ouais, exactement. Que tu ailles chercher cette ressource-là dès que tu en as envie. Exactement. Ok. Elle a un prénom? On peut donner son prénom ou pas? Ouais, bien sûr. Elle s'appelle Clémence. D'accord. Mais je l'appelle par son nom. Ok. Alors que ça fait 6 ans que je la vois et je l'appelle par son nom. Ok. C'est assez marrant. Bon, Clémence, en tout cas, voilà. Je sais pas si elle sait que c'est elle qui a le plus influencé ta vie, mais c'est un sacré compliment. Je pense pas, en vrai.
Quelle est l'émotion qui te guide le plus dans tes choix de vie? C'est l'amour. Ouais. C'est beau. Ouais. C'est le prisme, c'est ta clé d'entrée sur... Ouais, je fais les choses par amour, ouais. Et donc derrière ça, il y a un truc d'instinct et de se laisser guider par les émotions. C'est toujours ça. À quel moment le rationnel, par exemple, il peut rentrer dans la décision? Est-ce tu le satellises? Il y a certaines décisions où tu le prends pas du tout en compte et tu sais que c'est peut-être pas le truc à faire, mais ton instinct, ton amour te porte vers ça et tu vas et tu vas. Et ben, alors il y a l'émotion, l'instinct, et après il y a le rationnel qui vient concrétiser comment cette émotion peut me guider. Si par amour, je vais pas faire quelque chose. Si, je vais faire quelque chose d'impossible en vrai. Donc, mais après, mon esprit va essayer et mon côté rationnel va essayer de voir comment concrètement je peux le faire et que ça ait du sens dans ma vie et que ça ait un impact aussi positif. Voilà, je suis pas quelqu'un d'impulsif, mais en tout cas, cette émotion, c'est ce qui me drive, c'est mon moteur et ce qui me permet d'avancer, ouais. Puis l'amour, il peut un peu influencer le rationnel aussi, se dire que finalement, on va y arriver, puis que ça prenne le dessus finalement sur les éléments concrets et les donner finalement l'élan et le courage d'y aller, même s'il y aurait plein de réserves de façon un peu objective qui nous limiteraient. Exactement, et je suis pas du tout quelqu'un de romantique, par exemple. C'est parce qu'on entend par amour, on imagine un gars hyper fleur bleue avec une rose entre les dents. C'est pas du tout mon cas, j'ai du mal des fois à extérioriser mes émotions, à montrer aux gens que j'aime, que je les aime, mais c'est en tout cas cette émotion-là qui me drive beaucoup dans mes choix, quoi. Merci beaucoup Louis pour ce questionnaire super intéressant pour en savoir plus sur toi. On va commencer à parler de ta course épique. Donc courir pour toi, c'est ton projet, ton Tour de France en courant à venir au mois de juin prochain. On va s'attacher plus particulièrement aujourd'hui à un premier défi préparatoire qui a été ton Paris-Londres en courant, qui s'est conclu il y a quelques jours à peine. Je vais commencer par en planter brièvement le décor sur ce projet. On aura l'occasion d'y revenir après, donc tu pourras compléter à ta guise. Donc le 15 juin 2025, tu prendras le départ de Francheville, qui est le point d'ancrage de ton foyer familial. On a compris que tu avais été un peu partout, mais j'ai l'impression que c'est là où ça se passe. C'est en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un défi hors du commun, un Tour de France de 5800 km, 127 000 mètres de D+, j'ai arrondi à l'unité au-dessus. À tes côtés, ta sœur Pauline qui va t'accompagner en van pour assurer ton assistance tout au long de l'aventure. Ton objectif, aller au terme de l'équivalent de ces 130 marathons en 150 jours pour une arrivée espérée au plus tard le 15 novembre. C'est ça la trajectoire. À travers ce projet, tu aspires à faire tomber les tabous autour de la dépression et puis les troubles psy qui touchent 13 millions de Français, c'est colossal. Tu as également pour objectif de collecter 100 000 € au profit de la Maison Perchée, une association qui accompagne les jeunes adultes qui souffrent de troubles psychiques. Ce défi est né d'une promesse que tu avais faite à ton frère, Simon, lorsqu'il était hospitalisé, pour symboliser son combat contre la dépression et sensibiliser à l'importance du soutien psychologique. Quelques semaines plus tard, il disparaissait. Pour transformer cette douleur en action, toi et ta sœur avez décidé de donner vie à courir pour toi pour honorer sa mémoire et prolonger sa lutte contre cette maladie silencieuse. Voilà le contexte. C'est parfaitement résumé. C'est hyper émouvant. En le lisant, là, je suis pris au trip, tu vois. C'est très touchant comme projet. Je voudrais qu'on parle de Simon. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Ouais. Simon, c'était vraiment c'était mon acolyte. On avait 2 ans d'écart. Il était extrêmement brillant dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui avait une connaissance des choses, qui était intellectuellement très riche. Il était ingénieur en aéronautique et en même temps il était brillant dans ce qu'il dégageait. Il avait vraiment un côté assez solaire. Il était toujours un peu discret dans son coin, mais il avait toujours la petite phrase qui faisait rire. Fulgurance qui tombe juste. Ouais, c'est exactement ça. Et un petit sourire en coin qui faisait tout son charme. Et puis voilà, Simon, c'était aussi quelqu'un de très doux, qui avait beaucoup de sensibilité, qui essayait toujours de tendre la main vers les autres pour les aider. Et donc voilà, on avait vraiment ce duo tic et tac un peu. Moi, je me suis construit dans l'enfance avec Sim. Les personnes qui ont un frère proche se reconnaîtront sûrement là-dedans, mais voilà, chacun avait un peu son rôle. Moi, j'étais le plus grand, donc j'avais toujours des idées. Je lui disais, ah, viens, on va faire ça. Et puis lui, il suivait un peu. Et puis en même temps, comme il avait cet esprit un peu ingénieur, il trouvait toujours les moyens de mettre en œuvre mes idées farfelues. Donc il y avait ce truc-là, et notre relation, elle a évolué dans l'enfance où c'était beaucoup autour
de l'amusement, du jeu. Et en fait, on s'occupe quand on est gamin. Et après, à l'adolescence, on a eu des projets ensemble. On a fait de la musique pendant plus de 10 ans. Il faisait de la batterie. Moi, je faisais de la guitare. Et on avait un groupe où on a fait un peu de scène. Et il y avait vraiment cette passion autour du hard rock, du métal et tout, que ça nous a suivis. Et c'est encore une passion que j'ai, dont je parle peu, mais c'est très Attends, je présent. repose la question du début. Est-ce que tu pourrais te présenter sans parler de sport? J'adore le métal. Ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé, ça. Mais c'est marrant, ça aurait pu être une bonne clé d'entrée. Et voilà. Il y a plein de domaines, en fait, dans lesquels vous vous trouviez, en fait. Ouais. Ça, vous étiez complémentaires dans plein de sphères. En fait, c'est ça, il y avait vraiment, dès qu'il y avait un prétexte, on se retrouvait là-dedans. Ça a été le sport aussi avec le vélo. On a fait des aventures, de l'escalade. Ouais, il aimait beaucoup ça, vélo et grimpe. Ouais, ça, ouais. Ouais. Et c'est des moments où, quand la maladie est arrivée, c'était vraiment, elle s'est révélée après le Covid, pendant le Covid, je pense même, où le sport et les moments qu'on passait ensemble, c'était quelque chose où ouais, ça lui permettait de lâcher prise par rapport à ça et d'être pleinement lui-même. J'ai des souvenirs incroyables dans les Dolomites. On est parti de Munich pour aller jusque en Provence, dans le Verdon, à vélo. Et il était hyper bien et rayonnant et ouais, assez ça, c'était une constante. C'était vraiment ce cadre-là qui faisait qu'à ce moment-là, la maladie avait aucune emprise sur lui et qu'il était dans un état de plénitude, enfin, en tout cas de bonheur. Je sais pas si c'est la plénitude, mais... Ouais, en tout cas, ça le favorisait. Alors, je dirais pas qu'à chaque fois qu'il montait sur un vélo ou qu'il le rentrait dans une salle de bloc, tout restait derrière lui. Mais en tout cas, c'était des choses qui l'aidaient beaucoup. Et il y avait des moments où cette maladie, elle la laissait vraiment tranquille et où vraiment il y avait ce côté ouais, solaire qui ressortait encore ouais, plus. Sa nature profonde. Ouais, sa nature profonde, ouais. Et donc, voilà, Simon, c'était tout ça et je pensais qu'on se ferait des cheveux blancs ensemble, tous les deux. C'était vraiment un ancrage dans ma vie. J'ai parlé d'un autre ancrage tout à l'heure, mais mon frère, c'était, voilà, tic et tac. À quel moment est-ce que tu as pris la pleine mesure de sa maladie? Tu as dit, là, elle est arrivée au moment du Covid. Au début, tu as des premiers signaux, des premières choses. Enfin, je sais pas à quel moment tu te dis, OK, là, c'est quand même sérieux, ça passe pas, ça a l'air profond. Enfin, tu vois, il y a peut-être compliqué de l'aider. À quel moment tu te dis qu'il y a un truc très problématique? J'ai vraiment pris conscience de ça en 2020, en décembre 2020. Moi, j'ai fait une dépression à la fin de mes études. Et donc, j'ai ce souvenir de ressentir des choses et de me dire, mais c'est pas moi. Enfin, vraiment, de sentir qu'il y avait quelque chose qui me dépassait, vraiment. Et donc, du coup, j'ai vu en décembre 2020 que, voilà, il me parlait de ses angoisses. Il y avait quelque chose de très fort au fond de lui. Et je me suis dit, OK, là, c'est pas juste un coup de mou, il y a quelque chose de plus profond. Et à ce moment-là, on s'est dit, il y a peut-être besoin d'un suivi plus fort qu'il a eu du mal à mettre en place, qu'on a eu du mal à mettre en place. Et puis parce qu'il avait pas envie ou parce que vous trouviez pas le bon encadrement? Alors, je pense parce que c'était très difficile de trouver un bon encadrement. Il avait envie, mais il y avait le funnel pour être pris en charge en France, c'est très compliqué. Et il n'y avait pas ce médecin, ce psychologue, voilà, qui lui a permis de l'accompagner dans sa prise en charge. Et vraiment, il y a eu plusieurs tentatives, ça n'a pas été fructueux. Et à un moment, il y a eu une grosse crise qui l'a mené à l'hôpital psy pendant 2 semaines. Et là, vraiment, ça a été un cap fort où on s'est dit, OK, là, c'est une maladie qui est vraiment sérieuse, c'est pas juste un épisode dépressif. Et donc là, il y a eu des traitements après, un psychiatre, mais pareil, enfin, le suivi du psychiatre était tellement dérisoire par rapport à ce dont il avait besoin, mais comme il était très bien inséré socialement, familialement parlant, professionnellement, en fait, le psychiatre, il disait, bah, lui, c'est le patient qui va très bien, tout roule, quoi. Voilà. Vous avez pu vous sentir démuni à votre contribution autour de lui, là, plus sur le côté familial et hors sphère médicale. Est-ce qu'on peut se sentir armé? Est-ce qu'il y a un moment une notion d'impuissance, une frustration de ne pas être en capacité de lui apporter tout ce que vous voudriez, ou en tout cas tout ce qui peut peut-être l'aider? Ouais, moi, il y a eu un sentiment d'impuissance énorme parce que j'avais conscience que ce qu'il traversait était difficile. Je pense que lui, il n'arrivait pas à complètement accepter sa maladie pour le coup. Mais
Et donc il luttait contre à sa façon. Mais dans les demandes d'aide que j'ai pu avoir auprès de médecins, auprès de psychologues, c'était pas du tout suffisant, quoi. En fait, à chaque fois, j'arrivais dans des impasses, quoi. Et donc je me disais, il y a sa famille, nous, qui sommes là et qui seront toujours là pour le soutenir. Mais en fait, moi, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin et je peux pas faire ce travail-là à leur place, quoi. Et donc ça, c'était frustrant. Et comme en fait, Simon, il était très fort aussi et qu'il arrivait à se battre avec les armes qu'il avait, il y a un moment où je me disais, peut-être qu'il va remonter, qu'il va s'en sortir. En plus, il y a quand même un traitement, un suivi, même s'il est très, enfin, je trouvais fragile et peu suffisant. Je me suis dit, je fais aussi confiance quand même. Il a été hospitalisé l'année dernière. Ouais. Pendant plusieurs semaines. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as formulé, j'imagine mesurer plus encore la gravité de la situation, et puis à ce moment-là qui a commencé à émerger cette envie déjà de faire quelque chose pour lui, et la première ébauche de ce que pourrait devenir courir pour toi? La gravité de la situation, moi je l'ai compris le jour de son passage à l'acte. Il a suivi 1 mois d'hôpital. Quand on devait se retrouver, il n'est pas arrivé au point de rendez-vous parce qu'il était dans une phase d'anxiété profonde et de crise. Et ça faisait 1 semaine que moi, j'avais renversé mon emploi du temps pour l'épauler et le soutenir pendant cette phase-là. Et il y en avait eu déjà avant et elle finissait par terminer, puis remonter la pente. Et donc, c'était cyclique. Je t'interromps, pardon, Louis, c'était des angoisses qui étaient liées, très globales quand tu parlais du Covid. Est-ce que c'est vraiment des questionnements très philosophiques, ou tu vois, sur le monde, sur l'être humain, sur tout ça? Est-ce que c'était des choses plus individuelles? Est-ce que c'était un truc de trouver sa place dans un monde qui lui va pas? Alors, c'est des questions que je me pose souvent, auxquelles j'aimerais répondre. Je pense que c'était un mal-être profond qui était en lui, qui était alimenté par des sources d'angoisse qu'on peut tous avoir. T'en as cité plein. Je pense que c'est des choses qu'on partage tous, mais il y avait quelque chose de plus profond que ça, qui n'avait pas d'origine particulière. Moi, j'ai grandi dans une famille aimante, la famille parfaite. En fait, je m'en rendais pas compte avant, mais j'ai eu une chance incroyable. On a eu une chance incroyable. Donc, mais c'était là, c'est comme un cancer, en fait. Tu peux pas savoir d'où ça vient. Il y a des facteurs qui peuvent augmenter les risques, fumer, boire, mais c'est là. Et des fois, la maladie, elle prend plus le dessus à des moments qu'à d'autres, et tu sais pas forcément les raisons. Et ces angoisses, après, il y avait des facteurs déclencheurs, genre être trop travaillé, avoir une instabilité sociale, boire aussi, mais c'était pas des choses du tout qui faisaient, quoi. Parfois juste la période de l'année, quoi, simplement. Et donc, pardon, pour reprendre le fil, je t'ai interrompu, désolé, mais donc à ce moment-là, il n'est pas au rendez-vous, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, donc il y a eu cette phase, cette crise qui s'est déclenchée le lundi, et tous les jours on se retrouvait, on devait se retrouver à un événement pour passer du temps avec des amis où il pouvait être avec des gens qui l'entourent, mais pas non plus être au centre de l'attention. C'est important. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me disait beaucoup. Il a pas envie d'être au centre de tout ça. Tout le monde qui dit ça va, mais juste être entouré. Et donc c'était un événement sportif d'ailleurs, et qui s'enchaînait sur 2 jours. Et en fait, il est pas venu. Et moi, j'ai pris conscience tout de suite du drame que je vivais quand c'est quelqu'un d'autre qui a répondu à son téléphone. Ouais. Et donc là, donc hospitalisation ensuite, c'est ça? Voilà. Et je me suis dit, Simon était un grand scientifique. Quand je suis rentré dans l'hôpital, je me suis dit, c'est à la fois possible là, je passe cette porte, mon frère, il va peut-être revenir, ou peut-être que je le reverrai plus jamais. Genre, tout est possible. Et à ce moment-là, plus le temps passait, plus je savais que les chances de revoir Simon comme je le connaissais, elles diminuaient, ouais. T'as fait des possibilités d'interagir avec lui à l'hôpital, ou au-delà du physique ou du toucher ou du sensoriel? Simon, il était dans le coma, donc on peut pas savoir, même les médecins savent pas à quel point il est conscient, pas conscient. Mais en tout cas, on a beaucoup parlé. Enfin, j'ai beaucoup parlé. J'ai pu lui dire beaucoup de choses et l'accompagner et l'entourer comme on l'a toujours fait dans ce moment-là. Voilà, mettre de la musique aussi. Du métal. Du métal, évidemment, évidemment, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Et
Ouais, il y a quelques groupes qu'on est allé voir ensemble que j'ai pu lui mettre à ce moment-là. Mais voilà, tout de suite, j'ai su en arrivant à l'hôpital que c'était très très grave et que voilà, et que ma vie avait basculé. Donc c'était des visites quotidiennes ou en tant que possible en tout cas? Tous les jours, ouais. Tous les jours le matin. Et c'était. Je pense que c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie. Et de ce que je vois que je pourrais vivre, c'est sûr que c'est la chose la plus difficile que je vivrai, en tout cas dans les prochains mois, à moins qu'il y ait un événement dramatique encore qui survienne. Mais typiquement, le Tour de France en courant, ce sera beaucoup plus simple que ça. Ouais. Tu le dis beaucoup, ça, par rapport à la souffrance des personnes qui ont ces troubles, c'est une souffrance tout autre, un autre registre, et que finalement, voilà, c'est, même si ça peut paraître démesuré, des chiffres incroyables et un déplacement physique fou, c'est par rapport à des situations que vivent ces gens-là, c'est beaucoup moins significatif. C'est un choix, ça va me permettre de vivre des émotions difficiles, mais aussi positives, ça va me permettre de faire des rencontres, et puis ça a une fin, quoi. Ouais. Donc, et puis c'est une promesse que tu lui as faite. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment une promesse que je lui ai faite. C'est à quel moment c'est né justement ce moment où tu le formules, tu l'idée, c'est le moment où tu commences à te dire que là peut-être qu'il va partir très prochainement et t'as envie de lui dire ça. Est-ce que tout de suite tu penses à cette idée-là, ce projet-là, tout de suite c'est une évidence? Non, en fait ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, plus les jours passent, plus au fond de moi je sais que les chances que le Simon que j'ai connu, je le reverrai probablement jamais. Plus on a un sentiment de détresse et on a envie de faire quelque chose pour que l'autre peut-être s'y raccroche. Et il y a un moment, je lui ai dit, tu sais, je serais prêt à faire n'importe quoi pour toi, pour que tu continues à te battre. Je sais que tu as peut-être peur là du regard que les gens porteront sur ton geste, sur ce que tu vas devoir affronter, mais moi je veux faire quelque chose aussi qui me paraît impossible pour peut-être te donner de la force et montrer que je te soutiens. Et je faisais beaucoup de courses à pied à ce moment-là parce que quand j'étais à l'hôpital, c'était mon moyen de m'enfuir. Vraiment, je mettais mes baskets, je courais. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est très instinctif, c'est très primaire. Et quand on vit quelque chose d'aussi traumatisant, on a envie de s'enfuir. Et en fait, je m'enfuyais et je revenais à chaque fois. Ça me donnait de la force. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je pourrais faire le tour de la France en courant. Et c'est sorti comme ça, dans un monologue. Et lui dire, tu verras tout. En faisant ça, il y a plein de gens qui seront derrière moi parce qu'elles sont derrière toi, en fait. Elles ne seront pas derrière moi, elles seront derrière toi, derrière ton combat, et parce qu'elles tiennent à toi et elles veulent que tu continues à te battre parce que tu as énormément de valeur et parce qu'on est fiers de toi aussi. Tu as perdu donc ton frère Simon, malheureusement, peu après ça. Est-ce que, peut-être là pour courir pour toi, il y a évidemment son histoire, cet hommage pour lui à titre individuel, mais il y a aussi une mission qui dépasse ce cadre-là. Est-ce que tu peux, avec tes mots, expliquer en quelques phrases aussi pourquoi, la raison d'être de ce projet, le sens que tu lui donnes? Ouais, moi, quand j'ai su que mon frère allait disparaître, je me suis dit, je peux pas accepter ça, je peux pas reprendre ma vie comme avant, et il faut que je fasse quelque chose pour transformer ce drame en quelque chose qui a de l'impact et qui aide les personnes qui vivent la même chose que Simon. Et du coup, j'ai pensé à cette promesse et je me suis dit, il faut sensibiliser les gens à ces questions des troubles psy et des risques dépressifs, parce que des fois j'ai eu des gens qui m'ont dit des choses assez lunaires et je me suis dit, en fait, ces personnes elles comprennent pas ce que Simon y vivait, est-ce que les personnes qui vivent des troubles psy vivent. Et donc il y a eu cette idée de sensibiliser par ce projet et de récolter de l'argent pour une association qui va aider concrètement des personnes qui font face aux troubles psy. Et donc c'est la Maison Perchée et l'objectif c'est de récolter 100 000 euros, qui est une somme très importante pour une association de ce type. Et puis j'espérais, et ça j'en savais rien, que peut-être ce projet il allait parler aux personnes qui sont concernées et peut-être leur donner un peu de force. Et voilà, j'ai repensé à cette promesse-là et je me suis dit c'est le meilleur moyen de le faire, parce que je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, et par contre je sais courir, pas très vite, mais je sais communiquer aussi à peu près, et faisons ça, quoi. Ouais, et faire savoir, enfin voilà, transmettre, éveiller à ce sujet-là, mettre en lumière, apporter de la lumière aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'association La Maison Perchée? Donc il y a cet objectif de lever 100 000 euros. C'est une association, c'est aussi un lieu physique
à Paris. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache derrière cette maison, ou à Bien l'intérieur sûr. en tout cas? Bien sûr, c'est au 59 avenue de la République à Paris. C'est un lieu physique, mais aussi digital, avec un site où il y a beaucoup de ressources pour comprendre les questions des troubles psy, mais aussi des ateliers. En fait, c'est un lieu qui permet aux personnes qui vivent des troubles psy d'être elles-mêmes, de se sentir à l'écoute, en sécurité et soutenues. Et donc, ça passe par un lieu qui est un café physique, mais aussi des ateliers. Donc, ça peut être des sessions de parole, ça peut être des activités physiques. Voilà, il y a beaucoup d'ateliers différents et ça peut être physique, mais aussi en ligne. Et donc, les gens peuvent participer aussi en ligne à ces ateliers. Et donc, c'est basé sur la paire aidance, en fait. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vivent avec des troubles peuvent soutenir d'autres personnes qui sont avec des troubles. Et c'est une association qu'on a choisie parce qu'elle a été fondée par des personnes qui sont touchées de près par les questions des troubles psy et qui cherchent à être au contact des personnes qui les vivent et de leur donner les moyens de les soutenir. Et donc ça nous a beaucoup parlé avec Pauline et le reste de ma famille. Et donc c'est cette association qu'on a choisie pour le projet. Juste après la disparition de ton frère, il y a eu un projet sportif qui était un peu une habitude que vous aviez avec ton frère, c'est le Ventoux. C'était au mois de mai 2024. Il était à l'hôpital encore. Il était à l'hôpital, d'accord, ok. C'est le seul moment où je suis pas allé le voir pendant 3 jours. D'accord. C'était un moment, j'imagine, riche de sens, parce que ça t'associe tout particulièrement à ce moment, et c'est des moments de joie aussi. Ouais. T'es en capacité à ce moment-là de vivre aussi ce moment, de te réjouir, ou t'es un pied à l'hôpital malgré tout? Je me suis dit que pour réussir à être là pour lui et ma famille, il fallait que je respire en ce moment-là et que j'en profite. En fait, que j'essaye de trouver un maximum d'oxygène dans cette parenthèse. Et j'ai des bons souvenirs de ce moment-là. J'ai ri, j'ai pleuré beaucoup, mais j'ai ri aussi et c'était un moment fort parce que c'est un événement qui est organisé chaque année en mai par les Rookies, qui est un collectif de vélo qui sont des amis. Et l'idée, ça s'appelle Mon Ventoux, c'est de proposer de faire l'ascension du Ventoux de manière inclusive, qu'on soit débutant, pas débutant, et aussi pour promouvoir la place des femmes dans le vélo. Et donc, chaque année, on le faisait. On l'a fait 2 ans et on l'a fait l'année d'avant avec Sim. On avait extrêmement rigolé. On était à l'arrière. On a profité de la montée. Donc, c'était un moment où, en 2023, beaucoup de souvenirs positifs. Et en 2024, l'ascension, j'avais qu'une envie, c'était d'en découdre avec cette montagne. Et là, j'ai appuyé sur les pédales. J'ai monté son vélo. J'avais pris son vélo que j'ai monté au sommet. Et c'est un moment où j'étais seul en haut de cette montagne. Ça a été un moment de bascule aussi à l'hôpital où là j'ai accepté quoi. Non, j'ai pas accepté. On n'accepte jamais, mais je me suis dit il va falloir composer avec. T'as ensuite très vite pris la décision de quitter les Others. Est-ce que ça a été immédiat, une décision apaisée? Enfin voilà, c'était ta raison d'être à partir de ce moment-là sur les quelques mois et l'année qui allait venir. C'était te consacrer à ça. Et il fallait que tu sois à 100% dédié. C'était viscéral. Je me suis dit que pour me reconstruire, je devais tenir cette promesse. Et je revois très bien le regard des personnes quand j'étais à l'hôpital, où j'ai dit je vais faire ça. Mais les gens ils disent ça sur le coup de l'émotion, c'est pas possible. Et je parlais de faire les choses par amour. Je me suis dit il faut aller au bout de cette idée par amour et pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Et du coup, j'en ai parlé à mes boss qui étaient très touchés, très émus. Et en fait, de fil en aiguille, on a constaté que ça allait être très compliqué d'avoir un job aussi engageant que celui des Others et ce projet en parallèle, et qu'il fallait que je puisse y mettre toute mon attention et mon énergie pour que ça puisse réussir. Les séparations sont toujours difficiles, mais elle s'est faite avec énormément de respect et de soutien de leur part. Ils veulent soutenir ce projet aussi, et voilà, j'en suis très reconnaissant. Si c'est pas difficile une séparation, c'est qu'il y a plus d'amour, donc c'est bon signe. Ça veut dire que c'était encore vivant. Ouais. C'était un job qui était extrêmement important pour moi et qui faisait partie de mon équilibre.
Donc ça a été un renoncement très difficile. Mais ils t'accompagnent dans ça, ils comprennent très bien pourquoi tu fais cette chose-là. Ouais, bien sûr. Tu pars pas pour un concurrent ou c'est pas ça l'idée. Là, ça dépasse. Non, et puis c'est une cause qui les touche aussi. Voilà. Donc. Vous êtes beaucoup sur ce projet, c'est fou. Vous êtes 14, j'ai lu ça. De quoi elle est composée l'équipe? C'est quoi les grosses briques, les grosses sphères de contribution de chacun? Simon est quelqu'un qui rassemblait énormément. Et je trouve que cette équipe, elle est à l'image de qui il était. Voilà. Et il y a 3 blocs importants. Il y a la partie préparation physique où il y a mon entraîneur Nicolas que j'ai rencontré quand cette idée a germé. On m'a recommandé cette personne et c'est quelqu'un c'est vraiment un mentor et ça me drive et il est incroyable. C'est mon entraîneur du coup. Il y a Léa. On dit Bigot ou Bigot? Bigot. Nicolas Bigot. En tout cas, je dis Bigot. Nico, si je me trompe, faudra me le dire. C'est le moment. Par contre, on dit pas de Nico, on dit Nijo. Ouais, c'est ça. Et sur le mental, t'as quelqu'un aussi? Ouais, il y a Camille Soyer qui m'accompagne sur la partie préparation mentale. La nutrition, Léa Tourin, et du coup, moi qui m'entraîne. Et après, j'ai Pierre qui fait de l'ostéo avec moi. Et puis, j'ai du soutien sur la partie médicale aussi, mais c'est plus sporadique. Après, il y a la partie communication et gestion de projet. Et donc là, je peux m'appuyer sur Agathe, qui est responsable réseaux sociaux, communication, qui fait tous les montages vidéo, qui me conseille sur les types de contenus, attention au ton que j'emploie pour rester inclusif et garder l'identité de ce projet. Elle était très proche de Simon. Donc ça, c'est très important pour moi. Et elle a été à mes côtés du début et elle me soutient depuis le début. Ça, c'est une personne qui est peut-être la plus clé dans ce projet. Ma sœur Pauline qui fait la gestion de projet et qui s'occupe des relations avec la Maison Perchée, c'est elle qui a trouvé l'association. Aux relations presse, il y a Anne et Blanche, et donc là qui permettent Blanche qui t'a contacté notamment, d'avoir une visibilité. Ouais, pareil, moi aussi je lui fais un grand merci, un grand coucou. Et après la partie créa. Alors moi je suis pas le roi de la créa, donc c'est trop bien d'avoir des gens super forts là-dessus. J'ai souvent des idées, mais je sais pas du tout les mettre en forme. Et donc, il y a Émilien qui a fait l'ADA, Émilien Bouixel, et accompagné par Kevin Fortin, qui est un ancien collègue des Others. Et puis après, il y a des photographes, Margot, Cécile, JB Delorme. Et puis, pour le cadrage, il y a JB qui va faire du cadrage pour le film, parce qu'on va faire un court-métrage. Et après, Pierre-Antoine qui fait la réal, qui est un réalisateur de grand talent. Voilà, je le dis. Sacrée équipe, en tout cas. C'est chouette. Tout le monde se fédère autour de ce projet et de cette promesse. Ouais, et je pense qu'on trouve tous quelque chose dans ce projet-là. Et parce qu'on voit que tout le monde s'implique dedans, on se dit, mais en fait, ça va être réel, quoi. On va le faire. Et ça nous a beaucoup rapprochés, tous. Ça doit donner un souffle quand même incroyable de sentir cet engouement collectif partagé là. Ouais, et puis des fois, ça nous rattrape, tu vois. On se dit, mais c'est vrai qu'on fait ça pour Sim, quoi. Et c'est assez émouvant. On en parlait avec Blanche récemment. Et du coup, ça nous permet de parler de lui aussi. C'est chouette. C'est une raison, en fait, pour ouvrir le dialogue autour de Simon, se souvenir et de voir tout ce qu'il nous a laissé, quoi. Toi, t'es quel type de caractère dans ce genre de projet? C'est quand même des projets au long cours. Est-ce que t'es constant dans ton envie, dans tes convictions? Ou est-ce que parfois tu peux un peu douter ou être un peu moins dedans? Ou là, est-ce que t'es tellement porté par cette mission et puis cet enthousiasme collectif qu'il n'y a pas tellement place à de l'incertitude ou des questionnements? Moi, je suis quelqu'un qui a un peu d'anxiété aussi. T'as pu le voir au début de l'épisode d'ailleurs. mais disons que je sais pourquoi je fais ça. Et quand je doute, ça me revient. Et je sais à quel point j'aimais mon frère et à quel point cet amour, il peut me porter et m'aider à surmonter mes peurs. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que j'irai au bout de ce projet-là. Peut-être qu'il prendra une forme différente de celle que j'imaginais, j'espère, parce que sinon c'est pas une aventure et c'est un peu triste, quoi, d'imaginer des choses et que tout se passe comme on a prévu. Ça se passera pas comme prévu, spoiler. Ouais, voilà, exactement. Il y a rien qui va se passer comme prévu. C'est exactement ça. T'inquiète. Et donc il y aura du bon probablement et peut-être des choses un peu plus difficiles, mais c'est tant mieux parce que j'apprendrai. Merci beaucoup Louis de t'être livré ainsi. On va passer maintenant à notre question qui pique. Tu connais le podcast, elle arrive un peu plus tard que d'habitude au regard de nos échanges, mais voilà, tu ne vas pas y échapper. Tout se passait très bien jusqu'à maintenant. Il n'y a que de la bienveillance, tu le sais. C'est pour se divertir. Donc, on va parler plus spécifiquement d'une des premières briques de ta préparation,
qui est ce Paris-Londres que tu as réalisé en courant il y a quelques jours. Tu es parti le 15 février. J'ai une question j'ai 3 questions, en lien avec la traversée de la Manche, voilà, sous toutes ses formes. À toi de me dire si c'est vrai ou faux. J'ai 3 affirmations pour toi. Je ne suis pas Moïse. Je n'ai pas oui, ouvert. t'as pas ouvert. C'est plus pratique en même temps, c'est pas mal. Ouais. Ça permet de pas prendre de ferry. Alors, première affirmation pour toi. Un plongeur suédois a organisé une demande en mariage originale en 2006 au départ de Portsmouth. Pendant que sa compagne était sur un ferry, il s'est immergé sous l'eau, tenant une pancarte avec la demande en mariage visible depuis le hublot du bateau. Heureusement, elle a dit oui. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai. C'est faux, mais j'adorerais que ce soit... c'est peut-être vrai, mais en tout cas, il n'y a pas de preuve. Je me suis dit, en anglais, forcément, c'est possible. Ouais, ce serait beau, franchement. Ouais. Je trouvais ça assez joli. Mais non, malheureusement, c'est faux. Attends, t'as dit que c'était un Suédois en plus? Ouais, j'ai dit que c'était un Suédois, mais c'est en Angleterre. J'ai rajouté des petites fourberies comme ça. C'est bon. Ouais. Ok. Mais c'est pour ça que c'est faux, du coup. Mais il y a forcément quelque part un mec qui a fait un truc du genre. Mais je n'ai pas la certitude absolue. Donc, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. En 2021, après la mise en place de nouvelles réglementations post-Brexit, un ferry qui transportait des marchandises a dû rester en mer pendant plusieurs heures pour des raisons administratives. Vous ne pouvez pas débarquer à cause du vote du Brexit. C'est vrai, non? Ouais, c'est vrai, absolument. Ouais. Le navire a dû patienter 5 heures en pleine mer, tournant en rond avant d'être autorisé à débarquer. Bravo. 3 Anglais ont traversé la Manche sur 2 véhicules amphibies pour rejoindre Sangatte depuis Douvres. Ce défi, c'est une étape de leur projet de tour du monde par étape entre Londres et New York sans quitter leur véhicule 4x4. Je crois que c'est vrai. C'est vrai, absolument. C'est surprenant, je l'ai relu 2 fois, mais ouais. Ils ont pimpé en fait leur 4x4 là, pour traverser la Manche. Ils avaient échoué en 2021 et ils ont réussi cette fois-là à traverser. Voilà, c'est assez. Ils ont mis des gros boudins sur les côtés de. J'ai vu passer un article avec la photo, je m'étais dit attends, mais comment c'est possible? Ouais. Bah écoute, bravo, t'es pas resté le bec dans l'eau. Tu t'en es sorti et tu dois nager dans le bonheur, j'imagine. Voilà, on va passer à la suite. Ouf. Ouais, ouf, franchement. J'ai commencé avec un plouf, je me suis dit aïe. Ouais. Est-ce que je vais faire 3 fausses notes? Mais non, ça va. Bah non, et puis la première, c'était pas vraiment une fausse note. Bon, en tout cas, t'as pas trop de vagues à l'âme, et ça fait plaisir. On va pouvoir poursuivre notre échange et parler plus spécifiquement de ce Paris-Londres. Est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes, autour de quelques chiffres, l'organisation de ce projet, et puis qui t'accompagne? Là, il y a aussi une équipe à géométrie variable qui t'accompagne au fil de ce projet. Donc voilà, est-ce que tu peux planter le décor plus spécifiquement de ce Paris-Londres? Pourquoi Paris-Londres? Déjà parce que ma tante vit à Londres. Elle m'a dit il faut absolument que tu viennes nous rendre visite à Londres. Et du coup, quand je fais des efforts, j'aime bien qu'il y ait du sens dedans. Donc je me suis dit mais pourquoi ne pas y aller en courant depuis chez moi? Ça fera une bonne prépa. Et donc j'en ai parlé à mon coach qui a dit parfait, on va faire ça. Ça va nous permettre de mettre du volume et puis de tester ton endurance sur plusieurs jours. Et donc pour les chiffres, alors moi je regarde pas trop les chiffres en général ni la performance. Je vais plutôt être dans la planification, de dire tiens là ça a l'air joli, je vais passer là. Bon alors spoiler, entre Paris et Dieppe, c'est pas non plus. C'est pas la fête, c'est pas la bamboche. C'est pas la fête, mais on passe par des endroits par lesquels on serait jamais passé. Et du coup, j'ai fait, voilà, je me suis arrêté dans des petits villages, que j'aurais jamais visité sinon. Et c'est assez immersif en fait. Et de se dire, mais j'ai relié ces 2 points juste avec mes jambes, c'est quand même assez ouf. Et donc, je crois qu'il y avait 300 km à peu près. Ah, que j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai vu que c'était quand même probablement plus, hein, autour de 400, plus ou moins, mais ça dépend un peu du chemin que tu as pu prendre. Ouais, mais moi, j'ai fait Paris-Dieppe, après j'ai pris le ferry et j'ai fait New Haven jusqu'à Londres. Et donc, je crois que j'avais entre 180 et 200 sur la première partie. Et une grosse centaine ensuite. Et après 120 à peu près entre New Haven et Londres. Donc tout ça, l'idée c'était de le faire. Ouais, moi je pense que c'est un peu plus. Ouais, parce que j'ai passé 5 jours en France, donc à coup de 35-40 bornes par jour. Donc ouais. Bon, voilà. Grosso modo, quand même un gros chantier. Ouais. Ça, l'idée, c'était de le faire j'ai lu 10 jours au départ, t'as mis moins que ça, mais au départ, c'était l'idée de départ, c'est ça plutôt? Après, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de dire en une semaine. Ouais. Moi, je réfléchis au concept. Donc, du coup, je me dis Paris-Londres en courant en une semaine. Donc, je me suis dit 7 jours. Donc, j'ai redécoupé en 7 jours. Et en fait, mes parents m'ont fait la surprise de venir pour l'arrivée. Et si je faisais en 7 jours, ils étaient pas là. Donc, c'était quand même la tuile de les rater pour l'arrivée. Donc, j'ai plutôt fait en 8. J'ai fait une grosse journée, la 6e journée, pour me tester et vraiment me trouver des réponses. Et les 2 derniers jours, j'ai plus profité. J'ai fait que 30 et 25. Et c'était super. Tu vas nous raconter ça. On va rentrer
avec toi dans cette course étape par étape. Ça va être très chouette à vivre. Le parcours, tu l'as conçu comment là? C'est un moment sympa aussi de regarder un peu en détail par où vous allez passer, essayer de trouver les petites départementales, les petites routes, les petits machins. C'est rigolo comme truc ou c'est facile de se projeter ou c'est un casse-tête monumental? Non, parce que d'expérience, je sais que dès que je planifie des choses, je fais jamais ce que j'ai planifié. Donc globalement, je regarde un peu à des endroits stratégiques où je vais pouvoir dormir, avoir des points de chute, passer par des endroits qui me parlent, qui me plaisent. Je sais que je voulais aller à Dieppe parce qu'avec Sim, on avait été à Dieppe en vélo avec d'autres amis. Et donc, ça n'a pas manqué. Il y a des endroits, oui, que j'avais repérés. Je me suis dit, ça va être chouette de passer là. Mais globalement, j'ai retracé pendant l'aventure parce que j'ai pas parlé de ça tout à l'heure. Mais sur la logistique, pour porter mes affaires, j'avais des amis qui se sont relayés pour porter mon matos à vélo. Donc, Émilien, Agathe et JB. Exactement, qui avaient des sacoches. Et donc, il y avait une sacoche pour moi, une sacoche pour eux. Et donc, forcément, j'avais mis le mode course à pied. Donc, à vélo chargé comme un dromadaire, il fallait parfois faire des petits passages un peu houleux. Ouais, je sais plus si c'est Émilien ou JB qui s'est retrouvé dans la pampa. Là. Ah, les deux. Ouais. Agathe a été épargnée, vraiment épargnée. Et JB et Émilien, ça a été quelque chose dans la boue. Ça s'appelle le pays de Bray, là où je suis passé. Et Bray, ça veut dire boue, il faut le savoir. Ok, c'est pas un hasard. Et puis au mois de février, c'est nickel, je pense. C'était parfait. Gelé le matin, gadou l'après-midi. Il n'y avait pas d'odeur en plus de gazon, enfin d'herbe coupée. Pas trop, même non. Pas, non, plutôt l'odeur de la gadoue. Ouais. C'est exact. La gadoue froide, ça a une odeur, là. Les gens qui font la Saint-Élion, ils sauront de quoi on parle. Louis, on est le 15 février, c'est le grand jour. Il y a un départ qui se fait depuis Paris. Tu es très entouré. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Est-ce que le but de ce projet, c'est aussi de l'exposer? Voilà, il y a un message que tu veux faire passer le plus largement possible. Est-ce que ça peut mettre une forme de pression? Est-ce que tu as le ventre un tout petit peu noué? Ou est-ce que là, tu es juste porté par tout cet amour et tous ces gens autour de toi et tu as juste qu'une envie, c'est de pouvoir partir et t'élancer? Eh ben, plutôt la deuxième option. J'ai mon entraîneur Nico qui m'a dit « T'es prêt? T'as jamais été aussi près de ta vie. Donc, profite. Et s'il y a des trucs, il va se passer des trucs, et ben on adaptera le tir. » Et du coup, vraiment, le départ, je l'ai très bien vécu. Je suis passé par la place de la République où j'avais des proches qui m'attendaient et on était une vingtaine. Et puis on avait dit départ 9h et à 9h01, genre avant que l'émotion me prenne, je me suis levé et je suis un peu parti à l'arrache. Il n'y a pas eu de 3, 2, 1, c'est parti. Je suis parti, il y a Nico qui m'a accompagné et Olorin, un très très bon ami. Il faisait beau comme aujourd'hui. C'était la première journée était idéale. J'ai pu courir en short, même en t-shirt, c'était super. Et après, ça a été différent. Tu as une certaine appréhension malgré tout? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as un petit doute, un point d'interrogation? Ou c'est de la sérénité partout? On a toujours un doute de se dire est-ce que physiquement je suis capable de faire ça? C'est la première fois depuis longtemps que je me lançais dans quelque chose en me disant mais ça, je ne sais pas si je vais y arriver, quoi. Vraiment. Je fais beaucoup de bikepacking et globalement, tu vois, je pars 3 semaines à vélo pendant l'été. Je sais que je vais le faire, tu vois, j'ai pas trop peur. Mais là, il y avait ce truc de me dire ah tiens, est-ce que ça va aller et tout. Mais j'étais excité, ça m'excite. C'était un truc je me disais trop bien, quoi. Ça va être intéressant, je vais apprendre. Donc la première journée, elle se passe très bien. Et la deuxième journée, au bout de 10 km, tu te fais reprendre déjà, malheureusement, par l'incertitude que tu avais sur le physique. Ouais. Là, tu as une première alerte qui arrive très vite. Est-ce que ça enclenche toute une mécanique dans ta tête là sur la possibilité du projet? Ouais, carrément, il y a une tension dans un tendon au niveau du genou. Je crois que c'est le TFL. C'est quelque chose que j'ai jamais eu avant. Alors, je disais tout le temps, ouais, moi, l'essuie-glace, ça me concerne pas. Donc, enfin, j'ai de la chance. Et puis, vraiment, ça arrive. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Ça fait 10 km que je suis parti le jour 2. Je m'entraîne depuis 8 mois. Comment je vais faire pour aller jusqu'à Londres? Et je savais que le lendemain, enfin là, il me restait genre 30 bornes, tu vois, à faire. Et le lendemain, encore et encore. Et je me disais, il y a même des journées à 55 bornes. Mais comment je vais faire ça, tu vois? Et là, vraiment, il y a des peurs, des doutes qui sont montés. Et je me suis dit, mais tu vas pas y arriver. Et tu t'es pris pour qui, quoi? Et donc, je me suis déçu vraiment moi-même. Et je me suis effondré, vraiment. Il y a Émilien qui a été là, qui a eu des mots très justes, très forts. Et puis, j'ai appelé mon entraîneur, Nico, qui m'a dit t'es pas en train d'abandonner ton aventure. Maintenant, tu vas juste découper ta journée, mettre des objectifs et finir cette journée. Tu sais pourquoi tu dois la finir, tu finis cette journée au moins. Et je me suis aussi souvenu de tout le travail de prépa mentale avec Camille, qui m'a vraiment servi, aidé. Et en fait, je suis allé au bout de cette journée.
Quelles ressources t'as été chercher là dans le mental, justement? Est-ce qu'elle a pu te dire? Est-ce que t'as des phrases, des intentions un peu fortes auxquelles tu t'es accroché, qui étaient appropriées pour ta situation à ce moment-là? Ouais. Alors, c'est du coup, on se dit, souvent, ça va être des trucs méga philosophiques et tout. Il y a 2 choses qui m'ont aidé. C'est le travail de relaxation, être dans l'instant, vraiment respirer, me dire, et accueillir les sensations qui sont là. La douleur, il y en aura. La douleur, elle est là. Et là, je la sens, je sais d'où elle vient. De toute façon, de la douleur, j'en vis depuis plusieurs mois déjà. Ça m'empêche pas de me lever le matin. Donc, juste maintenant, tu la fais tienne, tu l'accueilles. Et donc, t'avances et tu respires. Et voilà. Et ton corps, il te permet de mettre un pas devant l'autre. Déjà, un pied devant l'autre, c'est déjà super. Donc, tant que tu peux faire ça, fais-le, tu vois. Enfin, c'est pas grave si tu mets 2 heures de plus. Et après, ce que Nico m'a dit, c'est t'es pas en train d'abandonner ton aventure. Et tu sais pourquoi tu fais ça, vraiment. Tu le fais pour toi, pour ta famille, pour ton frère, pour tous les gens qui t'entourent. Tu vas au bout de cette journée. On avait évidemment évalué que c'était pas une blessure grave avant. Et ça m'a remobilisé. Voilà. Et je me suis dit, bah, au pire, à la fin de la journée, je rentre, c'est pas très grave, j'aurais raté cette partie du projet, mais j'en tirerais forcément des leçons. Bon, après, là, quand c'est arrivé et que j'ai senti ça, je me suis pas du tout dit ça sur le moment, mais le soir... La philosophie est arrivée un peu plus tard. Voilà, exactement. Tu peux nous donner une idée, en tout cas, sur le principe de l'organisation de vos journées, les horaires de réveil? Est-ce qu'il y avait toujours une pause déj dans un petit resto, un truc? Est-ce que tu allais au lit très tôt? Comment c'était organisé? Vous alliez à l'hôtel le soir? Ouais, alors... Comme on n'a pas de grands moyens, on était en Airbnb, tu sais, dans les logements partagés, c'est souvent un peu moins cher, donc c'était un peu la débrouille, tu vois, ce projet, on n'avait pas beaucoup de budget. Mais en gros, l'idée, c'était de se lever à 7h15, viser un départ 8h30, max 9h. Et d'ailleurs, la journée où j'ai eu mal, je suis parti tard, je suis parti à 9h40. Donc ça a peut-être joué aussi, ça m'a créé du stress en tout cas. Donc essayer de faire des grosses matinées, genre faire au moins les 2 tiers de la journée. Prendre une pause en fait il n'y avait pas grand chose sur la route, donc on achetait souvent un truc à la boulangerie et on allait se réfugier dans un rad, tu vois, et prendre un coca à ce moment-là, et l'après-midi finir les 15-20 km max pour boucler la journée, détente un peu 1 heure et tout, et après fallait s'occuper du contenu, donc enregistrer la voix off pour le reel, et envoyer les éléments à Agathe qui fait tout le montage et toute la mise, toute la réal des contenus, quoi. Tu peux m'en faire un là pour le plaisir, là? Paris-Londres, jour 3, vas-y. Paris-Londres, jour 4. Paris-Londres en 1 semaine, jour 5. Et alors on avait un mégaphone, et c'était plutôt les personnes qui me suivaient qui faisaient ça, et donc du coup on a perdu le mégaphone le 5e jour, terrible. Aïe, aïe, aïe. Donc après c'est moi qui ai repris face cam. J'ai vu, vous avez mis devant un petit mouton à un moment le mégaphone, vous avez testé. Ouais, exactement. C'est Emilien, il a essayé de mobiliser le maximum d'encouragement. La faune locale aussi. Ouais. Bon, le 3e jour, il démarre dans des meilleures dispositions. Il y a encore un petit genou qui grince un peu, mais ce que tu racontes, en tout cas, ce qu'on comprend, la soirée précédente a permis de tout remettre à plat et de reprendre un peu toute la hauteur par rapport au sens de ce projet-là. Ouais. Donc là, c'est une journée qui se passe très bien. C'est une journée où je me suis dit, de toute façon, fais ce que tu peux. Et tant que t'as pas de grosses douleurs, profites-en. Et il faisait très beau, il faisait froid. Ça y est, on se levait, on était à Chaumont-en-Vexin. Donc c'était vraiment plus éloigné déjà de Paris. On avait changé de région, donc ça me faisait quelque chose. Et les 10 premiers kilomètres se passent assez bien. J'arrive à mettre du rythme. Emilien met du Iron Maiden, qui était un groupe qu'on adorait quand on était petit avec Simon, donc j'étais à fond et tout. Et puis la douleur, elle est venue au 17e kilomètre. Et du coup, je me suis dit, bah, ça va mieux qu'hier, tu vois. Donc c'est cool. Bah ouais. Et donc j'ai fini mes 20 bornes un peu encore comme Capitaine Crochet en boitant, mais je me suis dit, ça, à la fin de la journée, ça va mieux qu'hier. Et je suis reparti. Tu vois, ce matin, je suis reparti alors que j'avais méga mal la veille. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah, il y a du progrès, tu vois. Et le lendemain, ça a été encore mieux. J'ai vraiment pu mettre du rythme. J'ai fait 21 km. Le corps s'habitue, le corps et le mental, c'est ce que tu dis, notamment autour du 4e jour, d'un seul coup, tout se met en place, et tout est dans un schéma où ça devient ton quotidien aussi. Ouais. Il y a plus, tu rentres dans ce quotidien-là qu'elle tient, et tu te l'appropries pleinement, quoi. Je pense que ça aide aussi, ça crée
finalement que de la mécanique, quoi, un truc très automatique. Ouais, exactement. Et je trouve que le corps et une machine, c'est incroyable comme ça s'adapte, quoi. Ouais. Faut lui laisser du temps, je pense, c'est la clé. Et de pas être trop exigeant, tu vois. Vraiment être un peu indulgent. Tu fais des rencontres sur le parcours, là? Enfin, vous faites des rencontres ou... Ouais, carrément. Ça m'a beaucoup touché. Le jour 5, j'arrive à Dieppe. Il y a Jonathan qui est médecin du sport et qui fait du trail et tout, qui me rejoint et qui a vraiment un engouement, tu vois, pour ce projet et tout. Et c'est la première rencontre que je fais de manière un peu spontanée comme ça sur la route. Et ça me touche énormément, quoi. Et du coup, il m'offre même une consultation et ça me donne pareil de la confiance. Et il prend soin de moi, tu vois. Et ça m'a fait quelque chose. Et après, à l'arrivée à Londres, il y a 2 personnes. Il y a Mathias et Pierre qui sont venus, pareil, des personnes très intéressantes qui m'ont accompagné jusqu'au bout. Et je les connaissais depuis 2 heures. Et pourtant, j'ai partagé un des moments les plus forts des derniers mois. Ils étaient là et c'était complètement naturel, tu vois. Ça, c'est annonciateur de plein de réjouissances sur ton Tour de France, parce que ce que tu vis là, à cette échelle, là, ça va peut-être beaucoup communiquer, c'est le début du projet, mais quand ça va prendre toute l'ampleur et à répétition sur 130 marathons, enfin l'équivalent de 130 marathons, il va y avoir du beau monde sur ces 50 jours. Il y a eu un petit coup de stress quand même, qui est plutôt d'ordre administratif, le 4e jour. Il te manquait un petit truc éventuellement utile pour imaginer traverser la Manche. Ouais. Tu peux nous dire ce qui s'est passé, comment tu as résolu le problème? C'est mon passeport. Qui était bien au chaud à la maison. Exactement. Je suis un peu le petit pousset. Moi, j'oublie tout le temps les trucs importants. Et puis, mais je trouve souvent des solutions pour régler les problèmes. Mais en gros, je suis parti sans mon passeport, ouais. Et alors que je l'ai préparé et tout, hein, je m'envoie le préparer. Et en fait, JB qui prenait le relais d'Agathe sur le suivi était dans le train à Rouen. Il venait de Lyon. JB vit à Lyon, c'est un vieux pote que j'ai. Et il me dit, mec, j'ai oublié mon passeport. Et là, je dis merde. Je lui dis franchement, il abuse. Je lui ai dit 3 fois de bien prendre son passeport et tout. Il repart à Lyon pour revenir le lendemain. Donc il se met un aller-retour, tu vois. Vraiment le bon pote. C'est clair. Et le soir, je me dis mais attends, mon passeport, j'ai pas mon passeport. Et donc là, je me suis dit heureusement que je suis parti en courant et pas en vélo parce que sinon je serais beaucoup plus loin au bout de 5 jours. Et donc appel un peu à tout le monde et c'est Félix, le copain de ma sœur, qui est passé à ma coloc récupérer mon passeport et qui me l'a amené à vélo. Et voilà, problème réglé. Et il faut savoir que quand j'ai débarqué du ferry en Angleterre, j'avais laissé mon passeport dans la sacoche de vélo de JB qui sortait par une autre sortie. Donc au moment de passer la douane, je dis ah bah j'ai toujours pas mon passeport. Il a été obligé de me le ramener. Voilà. Est-ce que quand les étapes se terminent, là, physiquement, t'es harassé ou ça tient? Le premier jour, ouais, vraiment, je me dis, waouh, là, le soir, je me dis, j'ai un peu dégusté quand même. Comment je vais remettre ça demain? Après, pas tant que ça. Ça va, quoi. Et c'est surtout que j'ai des ampoules qui s'aggravent le jour 5. Et on arrive à régler le problème parce que le jour 6, je mets 55 km. C'était vraiment une étape qui me faisait peur. Ouais. Et c'est celle où tu as traversé, où tu prenais le ferry tôt le matin. Enfin, vous preniez le ferry. Réveil 4h30 du mat. T'attaques à 10h. Il faut vraiment mettre du rythme. Et du coup, on arrive à 18h30, pas trop tard. Hein. Mais par contre, je suis fatigué. Ravagé. Je suis fatigué, mais tu vois, je me dis, demain, il n'y a pas de problème, ça va repartir, quoi. Est-ce que ça relance un peu l'enthousiasme? Il y a un petit côté exotique de courir en Angleterre. Est-ce que ça change un petit peu le décor? On voit dans les vidéos, tu passes à côté enfin, j'imagine que c'est pas par hasard que c'est dans ce réel, mais des cabines de téléphone anglaises, ce genre de choses. Est-ce que tous ces petits détails donnent un peu d'exotisme? Et puis le fait qu'il reste quand même plus tellement que tu fais le plus gros. Et tu nous l'as dit, tu as décidé de découper en plus en 2 les étapes, enfin le jour 7 et jour 8. Est-ce que tout ça donne un nouveau souffle et le fait de sentir que Londres est à portée de jambe? Ouais, vraiment déjà quand je suis arrivé à Dieppe, j'ai vu la mer, je me suis dit bon voilà, quand même, t'as fait un gros morceau. Il y avait l'étape du lendemain, vraiment de ces 55 bornes, je me suis dit si celle-là je la boucle, c'est bon quoi. Et j'ai vraiment eu peur la veille de cette étape, j'avais de l'appréhension et tout. Mais tu vois, ce décor, ouais, ça fait quelque chose de dire mais je suis venu là juste avec mes jambes quoi. Enfin bon, j'ai pris le ferry aussi, mais quand même, on se comprend. Et on passe dans un petit village au bout de 20 bornes et très typiquement anglais et tout ça.
ouais, ça fait quelque chose. T'as un côté exotique, quoi, qui te porte un peu. Et voilà, je finis cette journée, on est dans un hôtel, on mange dans un pub. Tu te dis, ça y est, là, c'est bon, quoi, ça sent l'écurie. Comment tu te réveilles là, le matin du jour 8? Comment tu te sens? Est-ce que t'es impatient que ça se termine de retrouver les tiens? Est-ce que y a une petite part de nostalgie? Ouais, non, franchement, je suis hyper excité, tu vois. Comme le premier jour, je me dis, je l'ai fait, quoi. Là, faut en profiter chaque kilomètre. Tu vois, je suis avec mon ami JB qui a été là dans des moments très difficiles et qui a pris de son temps, tu vois, pour venir partager ça alors qu'il s'en fout de la course à pied, mais complet. Et tu vois, de se dire, là, je vais arriver à Londres, c'est une ville où du coup, une partie de ma famille vit, j'ai des souvenirs d'enfance là-bas. Et voilà, la Power Station, tu vois, je suis fan de Pink Floyd, donc la Power Station qui est sur l'album Animals, ça m'a fait un truc, tu vois, la Tamise, donc... Et puis, quand je vois arriver au loin Westminster Bridge, qui était la ligne d'arrivée virtuelle, il y a beaucoup d'émotions. Je m'attendais pas à être aussi ému. Et il y a ma mère qui est venue devant, tu vois, et qui m'attend, qui me fait des grands signes. Et là, ouais, ça m'a pris parce que j'ai vu de la joie dans ses yeux et beaucoup de fierté. Et voilà, j'en parle avec de l'émotion encore maintenant, mais c'était un beau moment et je me suis dit, on se l'est offert, quoi. C'est une belle émotion, franchement. Est-ce que ça a été plus difficile que ce que tu imaginais ou conforme à ce que tu imaginais, là, ce projet de Paris-Londres? J'avais rien projeté parce que franchement, il y a tellement de trucs à faire qu'il y a un truc que j'ai appris avec ma psy et la préparatrice mentale, c'est une chose à la fois. Et ça sert à rien c'est une expression bizarre, mais de tirer des plans sur la comète. Donc, tu verras bien quand il sera, quoi. J'ai jamais trop compris le sens littéral de cette expression. Moi non plus. Mais bon. Ma mère le disait. Ouais, je la glisse de temps en temps, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Je sais pas. Ouais. Et si quelqu'un le sait, mettez-le en commentaire. Voilà. Dites-nous. Mais voilà, donc non, je me suis pas projeté. Ouais, j'étais vraiment dans l'instant. Qu'est-ce que ça présage de ton Tour de France? Là, il y a quand même des enseignements. Est-ce que tout ça, ça a vocation à construire quand même un peu l'expérience jusqu'au jour du départ? Tu nous raconteras ce qui va échelonner ensuite jusqu'à mi-juin, mais qu'est-ce que tu emportes avec toi comme apprentissage là, de ce Paris-Londres? Qu'est-ce que ça te conforte? Qu'est-ce que ça questionne? Eh ben, ça conforte que t'as beau préparer les choses, ce qui t'arrivera, tu peux pas l'anticiper. Ça conforte le fait que les personnes qui m'accompagnent sont les bonnes et que je fais bien de leur faire confiance. Typiquement Nicolas, Camille, Léa sur la nutrition et tout, parce qu'on a bien géré ça. Et ce que je me suis dit à la fin, je me suis dit, putain, c'était déjà un truc de malade, alors que c'était 8 jours. Là, il en restera 142, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être... Je commençais à me dire qu'il y a des chances que ça allait être le projet le plus fort de ma vie, de ce que j'ai vécu déjà, mais ça sera forcément l'un des plus forts de toute ma vie, quoi. Ouais. Et puis les rencontres là dont tu parles, tu l'as vécu à petite échelle, mais là si tu multiplies là aussi par 20 fois plus, ce que ça va être, t'imagines, et puis ça va sûrement être exponentiel. Donc, ça c'est aussi réjouissant, j'imagine. J'espère que ça fédérera, c'est le but, quoi. Ouais, c'est l'idée. Le but de ce projet, je me suis dit, si j'arrive à aider une personne, ce sera réussi. Je veux juste aider une personne. S'il n'y avait qu'une image que tu garderais au chaud de cette Paris-Londres, c'est jamais très simple comme question. Un moment. C'est le regard de mes parents, à l'arrivée. C'est vraiment gravé, quelque chose, tu vois, que je garde et que je solliciterai vraiment dans les moments de doute. Mais je sais que ça, c'est réel et ça a déjà eu lieu, alors voilà. Imagine ce regard le 15 novembre. Oh là là, va falloir voir ça. Hein. Ouais, moi je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien. Comment est-ce que tu récupères, là t'es en plein dedans parce qu'on n'est pas si longtemps après ton arrivée, t'es rentré dimanche, tu me disais. Comment tu te sens là, ça va? Il y a des petits signes d'usure ou autre, ou la récup elle est nickel? La récup elle se passe très bien. Les 2 jours qui ont suivi, on s'est baladé dans Londres, j'ai vraiment plus pensé à rien, profiter de mes proches, manger à fond. Voilà, j'ai beaucoup mangé et ça c'était chouette. Avec quelques calories, un petit déficit de calories probablement. Ouais. Mais j'ai pas perdu de poids, ça c'est cool. Donc vraiment ça, dormir, manger
Et puis la prépa là pour le marathon de Paris, on l'attaque vendredi. Donc demain. Eh ben oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais, bon. J'ai eu mon dossard hier. Anne, qui s'occupe des RP avec Blanche, m'a obtenu un dossard alors que c'était très difficile. Je suis trop content parce que ça va être un autre marathon que celui de l'année dernière, je pense. On en a fini de ce Paris-Londres, on va se projeter un peu sur la suite. Donc voilà, les prochains jalons, les prochaines étapes, on a compris qu'il y avait le marathon de Paris. Avant ça, tu as fait un petit crochet début mars par Cham. Est-ce que tu peux nous dire aussi, il y a d'autres rendez-vous, notamment un aussi mi-avril, voilà, qui va jalonner ton agenda jusqu'à mi-juin? Ouais, c'est vrai. Le 15 juin, du coup, c'est le départ du Tour de France. Et le 30 juin, 1er juillet, on va faire l'ascension du Mont Blanc avec mon grand frère Mathieu, qui a plus la caisse que moi. C'est vraiment incroyable. Il a une condition physique hors norme et on fait beaucoup de hautes montagnes ensemble. Et Mathieu a déjà été sur le Mont Blanc et on s'est dit... il m'avait dit, si tu veux, on ira ensemble. Il avait fait ça avec des potes comme ça, j'avais trouvé ça dingue. Et je sais pas, on parlait du projet, et on s'est dit, tiens, est-ce que ce serait pas le bon moment de tenir cette promesse? Et donc, on vise la voie, soit la voie historique, soit celle des Trois Monts. Moi, je suis pas à la base fan de l'idée de gravir le Mont Blanc, mais voilà, il y avait cette promesse, c'est le point le plus haut d'Europe, c'est assez symbolique. Et on s'est dit, pourquoi pas? Donc ça va être un beau chantier. Donc, je pars de Francheville près de Lyon pour aller jusqu'à Chamonix pour monter le Mont Blanc ensuite. Pas mal. C'est bien que ce soit au début en termes physiques et puis après te dire que c'est derrière ça aussi une fois que tu as relevé le défi. Ouais. Et tu as une course aussi cycliste la mi-avril, c'est ça, avec le vélo de Sim? Ouais, exactement. La Desertus Bicus. C'est une course gauloise. Ouais, voilà, c'est vrai que ça donne un peu ce côté-là. C'est la traversée de l'Espagne à vélo. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se préparer, mais de profiter, quoi. Parce que il y a 1200 ou 1400 bornes, je crois. Et il y a tous mes potes du collectif Charbon Cycling qu'on avait créé avec Emilien, Simon et tout ça. Et donc, tout le monde participe à ça. Et il y a plein d'amis. Moi, je fais plutôt du vélo à la base. Et donc, de toute la communauté vélo qui font cette course. Et voilà, ça va créer des moments, on va bien rigoler. Et voilà, donc ça, c'est le 19 avril, je crois. Du 18 au 25, moi j'ai. Ah, 18-25, voilà, tu vois, tu fais bien de me le redire. Ouais, n'oublie pas de prendre ton billet de train. Non. Et avec le vélo de Sim, voilà, on avait monté un vélo pour Simon, un vélo en acier, et que j'ai récupéré, que j'ai mixé avec des pièces de mon ancien vélo, et que je roule, et auquel je suis très, très attaché. Bon, Louis, pour suivre ton aventure, donc il y a plusieurs façons. Il y a Instagram, Courir pour toi, c'est le compte. Il y a aussi... un site, il y aura une balise aussi d'Outwatch, c'est ça pour te suivre pendant l'aventure? Exactement, sur Instagram Courir pour toi, sur Internet, il y a la cagnotte est déjà en ligne. Exactement, j'allais y venir, le don courirpourtoi.fr, c'est là que ça se passe. Exactement. Et donc sur le Tour de France, on a pu tester ça là pour Paris-Londres, c'est trop bien. Il y a Madcap qui est une application de suivi GPS, genre une petite balise qui permettra de voir où je suis 5 minutes par 5 minutes et donc si les gens veulent se joindre à moi un peu spontanément, ce sera possible. Après, on peut venir que au moment où t'es dans un pub, c'est possible? Ouais, grave, carrément. carrément. Ça, c'est avec plaisir même. Il y aura des jours de récup, donc n'hésitez pas, si le point ne bouge pas, venez. Et oui, il y aura des étapes aussi ouvertes, c'est ça, plus spécifiquement ouvertes. C'est quoi, elle s'appelle Gump, c'est ça? Ouais, les sections Gump, on a dit, parce qu'il y a plein de gens qui disent « c'est Forrest Gump et tout ». Et je trouve ça marrant, c'est un film que j'aime bien, en vrai, voilà. Et donc, j'y pensais pas trop du tout au moment de faire ce projet, mais on s'est dit, tiens, c'est symboliquement assez fort. Il y a quelque chose de très rassembleur dans le fait de courir. Si tu sais pas quoi faire pour la santé mentale, viens courir une fois par mois avec nous. On va faire ces sections Gump. Et je trouve ça assez fort de courir tous ensemble comme ça. Il y aura aussi des sessions silencieuses, une fois par mois? Ouais, voilà. Il y a une fois par mois, on va essayer de courir et, enfin, moi, de faire mes journées et parler le moins possible. En soutien des personnes qui souffrent en silence. Et donc, voilà, c'est un peu une manière de sensibiliser à ces questions-là, de se dire, ok, tiens, aujourd'hui, je prends un peu de recul, je parle pas, je laisse un peu l'effervescence de mon quotidien passé pour me dire, ok, il y a des personnes là qui souffrent et qui ont besoin d'aide et peut-être que je peux envoyer ce message à la fin de la journée à cette personne qui a peut-être besoin de moi et lui tendre la main, quoi. Donc, je redis pour les dons, c'est courirpourtoi.fr pour l'association La Maison Perchée. Louis, je propose de faire une petite time capsule. On va mettre ça sous cloche. Je vais te poser une question, puis on la réécoutera dans quelques temps.
Ce projet-là, la courir pour toi, il sera réussi si quoi? Si j'ai aidé une personne. Ok. Si j'ai aidé une personne. Alors, je pense que déjà, ça m'aide déjà moi de voir tout le soutien que j'ai pour ce projet. J'ai parlé de l'équipe qui m'accompagne, qui donne beaucoup. Mais s'il y a une personne qui vient me voir, qui me dit ce que tu as fait là, ça m'a aidé, je serais trop content. Et si on devait faire un exercice de fiction, là, on est le 15 novembre, raconte-moi en 1 minute comment s'est passé ce Tour de France. Eh ben, c'est une bonne question. Je pense Allez, que fiction, on y va. Donc là, je raconte mon tour. Tu comment imagines, ça s'est passé. voilà, okay. Ouais. C'était une aventure hors norme. J'aurais jamais pensé vivre tout ça, mais ça a tenu. J'étais quand même assez bien préparé. Il y a forcément des choses qu'on peut pas anticiper, mais je l'ai fait et ça a peut-être mis un peu plus de temps que prévu à certains moments, mais il y a eu d'autres moments où pour le coup j'ai pu mettre plus de rythme et il y a eu des rencontres incroyables qui vont forcément avoir un impact fort dans la suite de mon parcours. Ça me donne des perspectives pour la suite. Comment t'as géré la tendinite le 78e jour là quand t'étais au Pays Basque, ça a été? Je me suis souvenu du 2e jour de mon Paris-Londres et j'ai été dans l'instant. Et ça a été, en fait, j'ai pris 3 jours de repos parce que là c'était quand même plus conséquent, mais j'ai pu me le permettre. Et en fait, avec le bon suivi, le bon accompagnement, j'ai pu réadapter mes objectifs et avancer et réussir mon projet. Parfait. On réécoute tout ça dans quelques mois, si tu veux bien, Louis. Avec grand plaisir. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est chère, que tu voudrais partager à nos auditeurs? Ouais, c'est en anglais, je sais pas pourquoi, parce que mais c'est move forward. Va de l'avant, quoi. C'est pas une parole d'Iron Maiden. Non, c'est pas une parole d'Iron Maiden. C'est Run to the Hills aussi, que je me mets souvent. J'ai une petite playlist là pour me galvaniser avec quelques sons. Et là, c'est aller de l'avant, être en mouvement, dans l'action. Aller de l'avant et une chose à la fois. Ça, step by step, c'est New Kids on the Block. Tu connais, c'est peut-être pas ta génération. Mais... Si, je vois très Move bien. forward et step by step. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Louis. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. J'ai passé un moment incroyable avec toi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de profondeur. C'était extrêmement puissant. Je te remercie pour tout ça. Merci d'être livré aussi à cœur ouvert. C'est aussi une partie de toi que tu exposes en racontant cette histoire de famille, cette histoire fraternelle. Donc, je te remercie de t'être livré sans filtre, en tout cas, et avec le cœur. Avec plaisir. Puisse ton message être le plus largement possible entendu. Je suis heureux qu'à cette toute petite échelle, Course Épique y contribue aussi. Et si t'es partant, moi je te donne rendez-vous sur une de tes étapes. Je sais pas encore exactement quand, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais si tu veux bien m'accueillir quelques kilomètres, je serais heureux de te tendre le micro un peu en situation et qu'on vive un peu ton parcours au milieu de ton avancée de ce Tour de France. Et puis à l'issue de tout ça, qu'on se retrouve aussi. Alors peut-être autour du 15 novembre, tu seras pas mal occupé, mais en tout cas d'avoir aussi l'occasion d'avoir un débrief sur toute cette aventure extrêmement riche qui s'annonce pour toi. Voilà, en tout cas, j'ai très envie de soutenir à ma façon en tout cas ce projet et puis d'avoir des petits points, des perspectives de te retrouver. Ça me réjouit en tout cas. J'en serais ravi, vraiment. Merci beaucoup, Louis. Merci, Guillaume. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.